Alors, bonjour et bienvenue, mesdames, à cette formation sur l'utilisation de la vidéo pédagogique. La vidéo pédagogique est un outil qui peut être très intéressant dans un contexte d'enseignement parce que ça permet, de donner des explications que les étudiants vont pouvoir réécouter au besoin, ce qu'ils n'ont pas la chance de faire lorsqu'on est en classe et qu'ils écoutent et qu'ils écoutent et que ça roule, ils peuvent poser des questions pour qu'on répète, mais le fait d'avoir une vidéo pédagogique peut rendre ça un peu plus autonome du côté de l'étudiant, donc il peut gérer lui-même l'écoute, arrêter au besoin, recommencer, puis tout ça. Donc, dans la rencontre d'aujourd'hui, on va parler du processus de création d'une vidéo pédagogique. Donc, on va aller du côté du choix, de la planification et ainsi de suite. Puis, je vais vous présenter des outils. Puis, je vais vous donner des trucs qui sont plus simples que d'autres, parce que la vidéo est en soi une des opérations informatiques qui parfois peut demander le plus de temps et d'énergie parce que c'est quand même quelque chose d'élaboré. Okay? C'est plus que de faire un document écrit texte. Okay? Ça implique l'enregistrement, le montage, peut-être la diffusion. Donc, il y a plusieurs étapes. On va faire le tour de tout ça. Et pour utiliser, en fait, comme support, là, ce que je veux utiliser dans la rencontre, c'est le site que j'ai partagé dans le clavardage, qui est en fait dans la zone numérique d'enseigner à distance qu'on a monté pour les enseignants. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Je vais vous présenter cet onglet-là ici, comme ça. Donc, quand vous utilisez l'hyperlien, vous arrivez directement dans cette page-là. Je peux prendre quelques instants pour vous montrer ce site-là. Donc, je vous demanderais peut-être juste, on va fermer nos microphones, d'accord? Parce que j'ai des petits retours de son. Ça va éliminer ça. Puis si vous avez besoin, vous pouvez utiliser la main levée qui est directement dans Teams ou le clavardage pour que je puisse lire votre question et y répondre. Donc, dans le site Internet où nous sommes, qui est à distance.zonenumérique.profweb.ca, en fait, là, si vous voulez arriver directement là, vous pouvez taper à distance.cégepromont.ca et on arrive dans cette page-là. Donc, moi, présentement, je me trouve dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, il y a plusieurs sections. Donc, elle est en construction. Là, dans les 2 prochaines semaines avant que je parte en vacances, je vais continuer de bonifier ça pour qu'à la rentrée, ce soit complet. Donc, on a des outils de création. Et dans ça, il y a la vidéo pédagogique. Donc, moi, le lien que je vous ai donné arrivait directement ici. Donc, pour créer une vidéo pédagogique, comme je vous disais, il y a quelques étapes à considérer. Dans les étapes, je les ai énumérées ici. Il y a le choix du contenu à diffuser. Donc, qu'est-ce que je veux diffuser? Je veux planifier ma vidéo. Comment je l'organise? Est-ce que j'ai besoin d'intégrer des images? Peu importe. Donc, il faut planifier ce qu'on veut faire. Ensuite, on va enregistrer le clip. On fait l'enregistrement de tout ça. Peut-être qu'on aura besoin de faire un montage, peut-être pas. Ça dépend du niveau de qualité qu'on vise. Ça dépend du temps qu'on a à investir. Inévitablement, il va falloir diffuser la vidéo. Donc, le fichier de vidéo, je vais devoir le diffuser quelque part, donc dans un site Internet, idéalement, parce que je veux le rendre disponible. On va regarder les alternatives qu'on a au Cégep. Et ultimement, bien, je vais partager le lien d'accès direct à mes étudiants pour qu'ils puissent directement y aller. C'est beaucoup plus simple de cliquer sur un hyperlien que de dire aux étudiants, allez sur YouTube, recherchez tel mot-clé, vous allez trouver ma vidéo après une dizaine de résultats. C'est pas très pratique. Donc, le partage du lien rend ça vraiment, vraiment très pratique. Donc, voilà notre plan de rencontre. À travers ça, je vais faire des démonstrations, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Puis avant de débuter, j'ai une petite attention ici là, que je nomme là, dans le site parce que, comme je disais, créer des capsules pédagogiques peut être assez énergivore et chronophage. Selon la bibliothèque qu'on a, puis c'est sûr que la première va peut-être être un peu plus longue, mais avec le temps, on développe des habiletés qui vont faire qu'on gagne du temps. Donc moi, ce que je fais, là, parce que j'en produis quand même plusieurs dans le cadre de mon travail, c'est sûr que je ne vise pas la perfection. Je n'ai pas le temps de viser la perfection. Donc moi, je vise l'essentiel sans vouloir la perfection avec une stratégie gagnante qui va me faire gagner du temps. J'essaie de faire des prises
le plus direct possible, donc sans avoir à couper, éditer, enlever tout ça. Même si j'ai parfois des hésitations, ça donne un petit côté plus organique à la présentation. Un peu comme lorsqu'on est en classe avec nos étudiants. On n'est pas toujours parfait à 100%. Parfois, on peut prendre une pause, chercher nos mots, on regarde, on est rendu dans notre planification. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de fluide le plus possible, mais sans être parfait. Mais il y a des façons de travailler qui vont nous amener, selon l'outil qu'on choisit, à être très efficace et gagner beaucoup de temps. Puis ça, ben, vous allez le voir là, dans la présentation. J'ai mis un lien ici là, vers un article sur ProfWeb qui est dédié aux enseignants du collégial sur la création de vidéos pédagogiques. Ils ont passé à travers tout un processus de pédagogique. C'est beaucoup plus complet que ce que je trouve ici. Moi, je suis allé quand même à l'essentiel en essayant d'être le plus concis et précis possible. Donc, première étape, ben, c'est le choix du contenu. Qu'est-ce que je veux diffuser? Il y en a beaucoup qui visent à enregistrer ce qui se passe à l'écran de l'ordinateur. Donc, je veux filmer mon écran, je veux enregistrer ma voix, faire une démonstration. Donc, ça peut être pour modéliser l'utilisation d'un outil TIC. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je modélise, je guide les gens, cliquez ici, voyez ça, faites attention à ça. Donc, ça peut être pour modéliser, mais l'outil TIC, là, ça peut être bien des choses que je présente à l'écran. Ça peut être une présentation PowerPoint, un dessin, un PDF, une annotation, je peux faire un tutoriel. Donc, ce que je peux avoir à l'écran, je peux en faire une capsule. Ça a beaucoup de potentiel, c'est très, très, très intéressant et c'est quand même populaire, ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être qu'on veut aussi diffuser un message directement à la caméra. Donc, j'ai peut-être besoin de me filmer, moi, en train de parler à la caméra simplement. Souvent, avec les outils de capture d'écran, on va pouvoir ajouter notre caméra en superposition. Ça peut être intéressant pour rendre ça un peu plus dynamique. Donc, d'avoir la caméra de la personne qui parle. Peut-être qu'on va filmer une démonstration en direct. Donc là, on va utiliser la caméra dans un contexte où je vais me filmer en train de modéliser quelque chose, une technique, une procédure, une méthode, une astuce, faire un tutoriel, montrer une résolution de problème. Exemple, un enseignant de mathématiques voudrait peut-être filmer la feuille de papier avec son crayon en train d'enregistrer une démarche mathématique, par exemple, pour modéliser la résolution d'un problème. Un enseignant d'éducation physique pourrait peut-être filmer un plus grand plan en train de montrer un geste technique de yoga, par exemple. Donc, vous voyez que la caméra peut aussi être utilisée dans différents contextes. Ultimement, il y en a qui veulent peut-être se lancer dans une production beaucoup plus complexe et plus longue. C'est de créer une animation. Il existe différents sites Internet qui proposent des outils là, qui peuvent être gratuits ou payants pour créer des animations. Là, on entre dans un autre domaine. Je le nomme, mais je n'en fais pas la démonstration. Nécessite plus d'investissement parce que là, il faut créer une animation, il faut amener des éléments, les programmer, les faire bouger, les amener à bouger dans l'interface. Des fois, l'interface est simple, là, mais c'est quand même plus long. Mais ça peut peut-être répondre à un besoin. Donc, on a notre contenu. Maintenant, on le planifie. Donc, le produit fini, je veux qu'il ressemble à quoi? Encore là, on peut viser la simplicité, c'est plus efficace, on gagne du temps, on ne perd pas trop de temps. Tout est une question de vision et de temps et d'énergie et de technique et de compétences qu'on a pour créer les vidéos. Si on veut, on peut se lancer dans la scénarisation de la capsule, donc dire, OK, dans une première étape, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça. Même si on fait une capture d'écran simple, il faut quand même planifier, il faut être organisé, il faut avoir nos onglets, nos outils prêts à être enregistrés. Donc, il y a un minimum de planification et de scénarisation d'une capsule quand on veut faire un enregistrement. Il faut savoir où on s'en va pour être capable de produire une capsule où on n'a pas d'hésitation, où on ne se cherche pas, parce que c'est pas pendant le tournage de la capsule qu'il faut dire « Ah non, il est où mon document? Attendez une seconde, je vais aller le trouver, je vais le fouiller. » Donc, il faut être prêt, il faut être organisé pour la capsule qu'on veut créer. Donc, il va falloir formuler le sujet et l'objet de la capsule, donc le nommer, je vais parler de ça, quitte à présenter une page de plan là, dès le début. Il faut être précis, brève explication pour que ce soit bien clair.
On planifie ce qui va être exposé, peut-être planifier des pauses pour que les gens aient le temps de digérer l'information qu'on donne. Peut-être même de dire, ben, je te suggère de faire pause présentement, teste de ton côté, puis reviens pour continuer quand tu auras fait l'expérimentation. On peut le nommer, ça. On peut guider les gens dans une démarche là, pédagogique. On peut prévoir ça. On peut s'adresser aux gens. On leur parle directement dans la vidéo. Donc, on pourrait dire, ben, voilà, c'est maintenant c'est le temps de prendre une pause, révise tel document ou regarde la vidéo YouTube et reviens après. On peut faire ça. Si je dois ajouter des images, du texte, des titres, de la musique, c'est là qu'on va aussi le planifier dans notre organisation avant de se lancer dans l'enregistrement. Donc, on choisit, on planifie, on organise pour que lorsque l'enregistrement va venir, bien, on sait où aller, on sait qu'est-ce qu'on va faire, quel outil on veut utiliser, et ainsi de suite. Donc, au point où nous sommes présentement, est-ce que j'ai des questions, des gens qui auraient à intervenir ou je poursuis, ça va bien? Donc, dans quelques instants, on va poursuivre avec des petits exemples concrets. Donc, dans le tableau qui est là, c'est un outil avec des onglets, là, je présente différentes façons ou outils qu'on peut utiliser pour enregistrer notre clip. Je débute avec un enregistrement dans Teams parce qu'à mon avis, c'est le plus simple qu'on peut utiliser. Pourquoi c'est le plus simple? Ben, c'est que en une étape, on va gérer l'enregistrement et la diffusion de notre contenu. Parce que dès qu'on crée un enregistrement dans Teams, l'enregistrement se transfère automatiquement dans Stream et il est partagé avec les membres du Teams, où on peut facilement après choisir à qui on partage notre vidéo. Donc, présentement, nous sommes dans une rencontre Teams, j'ai démarré un enregistrement. Lorsque je vais arrêter, mais l'enregistrement de la rencontre va être la présentation que je suis en train de faire. Donc, on va voir ma caméra lorsque je n'ai pas mon partage d'écran et que j'ai juste ma caméra. On va voir mon écran lorsque j'en ai besoin. Donc, vous voyez que c'est un outil de capture d'écran parce que partager mon écran pendant une réunion Team et faire un enregistrement, c'est comme d'utiliser un outil d'enregistreur d'écran. Tout est fait dans la même séquence. Et l'avantage, c'est que ça va être partagé dans Stream. Donc, c'est pour ça que je nomme que l'avantage, c'est que le transfert de vidéo se fait automatiquement vers Stream, puis le lien se partage avec les gens qui sont membres du Teams. Puis dans Stream, après, lorsqu'on ira dans Stream, bien là, on peut couper le début et la fin de la vidéo, puis on peut modifier le partage à qui a accès à la vidéo. Donc, on ne peut pas faire de montage avec Stream et Team. Par contre, on peut télécharger la vidéo, l'éditer dans un éditeur de vidéo et la retourner dans Stream par la suite. Parce que vous vous rappelez que dans notre séquence, il faut diffuser notre vidéo à quelque part à la fin. Donc, l'avantage de le faire dans Teams, c'est que la diffusion se fait automatiquement. Puis ici, avec le lien « Voir la capsule », eh bien, c'est une vidéo dans laquelle je suis entré en rencontre avec moi-même. Donc, vous voyez, là, j'explique que je pourrais faire une démonstration dans un coin, puis partager mon écran. Puis, c'est vraiment un outil. Regardez ici l'exemple, je partage un document PDF qui est le calendrier scolaire. Donc, j'explique quelque chose avec un document en appui. Donc, vous voyez que le fait de faire ça dans Teams, c'est très simple. J'ai déjà ma caméra, j'ai déjà mon visuel que je peux partager. Donc, très, très, très pratique parce que je peux faire un peu de tout. Je peux avoir une portion, je m'adresse à vous, une portion, je partage mon écran, je reviens à la fin m'adresser à vous, puis finalement, ben, j'ai terminé. Mais c'est certain que d'utiliser ça sans avoir à faire de montage, ça implique qu'on doit être bien structuré dans notre planification parce que plus je rends mon produit fini fluide, ben, moins j'ai à éditer ou à faire de montage. Donc, si vous voulez faire de la vidéo sans faire de montage, en étant le plus vite possible, en manipulant le moins d'étapes possible, le truc, c'est de passer par Teams. D'accord? Puis pour faire ça, mais c'est quand même pas trop complexe. On peut se créer un Teams ou on peut partir de notre Teams
que nous avons. Vous allez voir, là, cet automne, là, ceux qui sont à la formation générale là, et technique, en fait régulière, vous allez avoir un team créé pour chacun de vos groupes cours. Donc, vous allez pouvoir créer votre team à partir de votre groupe, importer vos étudiants. Tout va se faire de façon assez rapide en quelques clics. Et vous pouvez, exemple, vous placer dans un canal d'un team, comme je fais présentement. Moi, ici, là, je suis dans le team de soutien à l'enseignement à distance. On a fait un canal pour les formations et on a planifié une rencontre. Mais au lieu de la planifier, je pourrais simplement arriver dans mon team, cliquer sur la caméra ici, entrer en réunion maintenant, partager mon écran, être prêt à enregistrer et faire enregistrer l'événement. Et comme ça, ben, automatiquement, je fais ma capsule. Quand j'ai terminé mon enregistrement, eh bien, c'est fini. Ça se transfère vers Stream et c'est partagé dans le canal. Parce qu'ici, là, nous, on est dans la rencontre du 12 juin, mais si je veux consulter les autres formations que j'ai données, je les ai ajoutées ici. Voyez-vous, le lien là, c'est le lien vers Stream. C'est directement la vidéo qu'on a enregistrée dans la rencontre. Donc, parce que la rencontre a eu lieu, elle est maintenant disponible directement dans le canal. Donc, si je fais un canal de capsule, ben, je peux le rendre disponible à mes étudiants. C'est sûr qu'après, mon lien, je peux le mettre dans un autre canal, le mettre dans un onglet en haut, je peux le partager dans Léa, je peux le partager dans Mio. C'est un hyperlien, là. Fait que c'est pas difficile de le repartager et le rendre disponible à mes étudiants. Donc, vous comprenez que c'est très simple de faire cette opération-là si on veut utiliser Teams. Alors, si je reviens à mon site Internet, ici, je n'ai pas le bon site. Voyez-vous, ça, c'est un truc que je n'ai pas appliqué, hein, de fermer ce que je n'ai pas de besoin quand je donne une formation. Ça évite le cafouillage. Donc, j'en profite pour me servir de ce petit truc-là pour vous donner des trucs en même temps lorsque vous animerez des rencontres. Donc, vous voyez, ça, c'est dans Teams. On peut faire exactement le même procédé dans Zoom. Donc, si vous utilisez Zoom régulièrement, mais vous pouvez ouvrir Zoom. Ici, je vais aller dans l'accueil pour créer une nouvelle réunion. Donc là, il va me dire que ma caméra ne fonctionne pas puis que je suis en conflit. Ben, j'utilise déjà ça dans un autre cours. Là. Mais si j'étais seul dans Zoom, ben, je pourrais partager mon écran. Une fois que mon écran est à l'écran, je le partage, je démarre ma vidéo, là, je ne peux pas parce que je l'utilise déjà dans Teams, mais je peux partir ma caméra, partager mon écran au besoin et démarrer l'enregistrement de la rencontre. Et même chose que dans Teams, ça va enregistrer ce qui se passe à l'écran. Donc, très facile et simple de créer un enregistrement avec Zoom. La seule chose, c'est que le transfert de la vidéo ne se fera pas comme dans Teams. Je vais devoir manuellement prendre le fichier et l'envoyer dans un lieu de diffusion. Stream, par exemple, ou YouTube en lien non répertorié si je ne veux pas que tout le monde y ait accès, ou en lien public si je veux rendre ma vidéo disponible à tout le monde. Donc, les vidéos de Zoom, eux autres, s'en vont directement dans mes documents parce que le dossier se crée dans mes documents et il y a un dossier Zoom qui apparaît là. Et l'enregistrement se fait dans un dossier qui s'appelle au nom et à l'heure, pardon, à la date et l'heure de la rencontre. Et ça génère, ici, si je peux vous montrer, un fichier MP4. Je n'ai pas le bon exemple. Ça génère un fichier MP4 qui est le format vidéo que je vais devoir télécharger vers un lieu de diffusion. Et ça, là, cette démarche-là complète, je l'ai modélisée dans la capsule qui est là. Donc là, j'ai fait un petit survol, aller dans Teams, je vous ai montré ce qu'on peut faire. Mais si vous cliquez sur voir la capsule, vous allez voir de quelle façon vous y prendre. Donc, il s'agit juste d'être connecté dans Zoom, créer une rencontre et faire une rencontre de façon autonome, tout seul, partager notre écran, voir notre caméra et voilà, c'est terminé. On est capable de faire notre enregistrement directement dans Zoom. Je vais revenir ici à ma rencontre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça va bien, non? Sébastien, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Donc, si on fait la vidéo en Teams, donc
l'enregistrement va aller directement vers Streams, puis va être disponible par la suite. Mais si on s'est trompé, puis on veut plus, ou on n'a pas besoin, on veut changer ce vidéo-là, donc de quelle manière on va aller encore en Streams pour le couper, pour l'effacer? Oui, bonne question. Je ne l'ai pas montré stream, là, mais parce qu'on va le voir dans la diffusion quand même, mais je peux le faire à ce moment-ci. Mais vous allez voir que dans Stream, on a la possibilité de gérer toutes les vidéos qu'on a placées en ligne. Donc, quand on arrive dans Stream, on va dans Mon contenu vidéo. Puis ça, on va le revoir tantôt. La procédure, elle est disponible. Donc, vous voyez, là, réunion dans zéro formation. Ça, c'est un enregistrement que j'ai fait hier dans une autre rencontre. Okay. Donc, il y a déjà 11 personnes qui l'ont revisionné. Je peux la supprimer si je veux. OK, d'accord. Je peux faire vraiment, là, on a dans cette gestion-là, je peux cocher, cliquer sur les 3 petits picots du menu, etc. La supprimer. OK. Je peux partager le lien. Je peux rogner. Donc, rogner me permettrait d'enlever un peu le début et la fin si je veux couper des moments. Et même la télécharger pour l'éditer de façon plus poussée si jamais j'ai besoin. OK, parfait. Merci beaucoup. Mais oui, dans Stream, on peut gérer tout ça. D'accord. Donc, Oui. Oui. Parfait, merci. Quelqu'un d'autre avait une question? Non, c'est correct, tu as répondu. Ça va? Parfait. Alors, on poursuit. Il y en a qui ont des PowerPoint déjà faits. OK, donc un PowerPoint qui existe, qui est fait. Et quand on a un PowerPoint déjà structuré, ben, on peut créer une narration de ce PowerPoint-là et en faire une vidéo à la fin. Donc, si j'ouvre PowerPoint et que j'ouvre un document PowerPoint que j'ai, je peux, dans l'onglet Diaporama, créer un enregistrement de ce diaporama-là. Donc, quand je crée un enregistrement, là, ben, ce que ça implique, c'est que ça peut enregistrer ma voix et le minutage avec lequel je fais passer mon PowerPoint. Donc, je vais, exemple, ici, enregistrer depuis le début. Donc là, j'entre dans une fenêtre où j'ai des outils pour gérer l'enregistrement de mon PowerPoint. Dans la capsule, là, vous avez le lien voir la capsule, là, bien, la procédure, je l'ai expliqué, j'ai exactement ce document-là, puis j'explique, dans le fond, je révise ce que je suis en train de vous montrer là, donc vous pourrez le revoir. Pardon, vous pourrez le revoir après, là, au besoin. Donc, je fais le tour de l'interface pour vous montrer ce qu'on a. Parce que c'est quand même pratique, là. Je pars d'un PowerPoint, j'y vais. Normalement, j'aurais l'appareil photo, mais là, ma caméra est déjà utilisée par Teams, donc je ne peux pas la faire apparaître. Mais ici, dans le coin, en bas à droite, j'ai une vignette de ma caméra si je veux. Je peux la mettre ou pas la mettre. Si je la mets, c'est intéressant parce que les étudiants nous voient parler en même temps, puis ça permet d'avoir un peu plus de dynamisme et créer un lien là, avec nos étudiants, surtout qu'on est à distance. Donc, on peut mettre la caméra. On a l'outil micro, mais d'habitude, on le laisse parce qu'on veut enregistrer notre microphone. On a des outils d'annotation, donc on a un surligneur qui me permet de surligner des éléments. Remarquez que le picot jaune, là, on ne le voit pas très bien sur un fond blanc. Là. Ça, c'est un élément que je trouve moins évident de trouver il est où. Puis mon crayon pour annoter, c'est un petit picot rouge tout petit. Là. Il n'est pas très grand. En tout cas, c'est pas facile de le voir et de le trouver. Donc, il faut prendre le temps de le suivre et de s'assurer où est-ce qu'il est pour qu'on puisse annoter efficacement nos diapositives. Donc, si on veut, on peut utiliser ces outils-là. Puis on peut effacer au besoin, là, mais généralement, on va le laisser, mais on va passer à la page suivante. On a le bouton enregistrer. Oui? Sébastien, dans le fond, c'est la même chose que si je présente un PowerPoint dans Zoom. Oui, je peux utiliser les outils d'annotation de Zoom pour le faire. Mais je veux dire, tout l'ensemble, soit que je passe par PowerPoint, puis que je fais diaporama, puis je parle en même temps, ou encore, je m'en vais dans Zoom, je pars comme une réunion, j'enregistre, puis je présente mon PowerPoint. La nuance entre les deux, là, je vais vous la dire, là, c'est que si j'ai des hyperliens dans mon PowerPoint, mais si je les ouvre, en fait, ça ne fonctionne pas pour les ouvrir. Quand je suis en enregistrement, là,
c'est comme si j'ai des liens, exemple, qui ouvrent une vidéo YouTube, ben là, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas la voir, la vidéo YouTube. Alors que si on est dans Zoom, là, on va pouvoir la voir. Donc, OK. le PowerPoint, c'est bon pour des diaporamas où il y a juste du contenu. Il n'y a pas d'hyperlien qui s'en va vers l'extérieur et où je voudrais présenter ces hyperliens-là. OK. Le lien peut être là, je peux le montrer, dire, regardez, si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver à tel site, là, mais je ne pourrais pas montrer le site parce que la vidéo va enregistrer juste le PowerPoint, car c'est PowerPoint qui fait son rendu de ses propres diapositives. Alors que si vous voulez présenter du contenu externe à votre PowerPoint, là, vous allez devoir utiliser Zoom ou Teams parce qu'en cliquant sur le lien, là, il va afficher dans l'enregistrement parce qu'il va être à l'écran, puis ça va être intégré dans votre vidéo. C'est là la nuance. OK. D'accord? Oui. Donc, les outils qu'on a, bon, on a des notes, si vous voulez les afficher, là, s'il y en avait, vous pourriez les afficher pour que vous puissiez les lire pendant que vous faites votre présentation. On a, bon, la gestion des outils, ça se fait par défaut, là, être sûr qu'on a le bon microphone, puis tout ça. Moi, j'ai bien mon USB, là, microcast, parfait. Le X qui est ici me permet d'effacer l'enregistrement. Parce que l'enregistrement, ce qui est intéressant dans le PowerPoint, c'est que dès que disons que je pars au début, j'enregistre une diapositive. Quand je passe à la diapositive suivante, ça va faire un nouvel enregistrement pour cette diapositive-là en particulier. Puis la prochaine, puis la prochaine. Donc, je peux d'une prise faire tous les enregistrements de toutes les diapositives, mais après, je peux réviser l'enregistrement d'une seule diapositive puis recommencer une seule diapositive au besoin. Puis une des choses qui est importante à noter quand on travaille avec le PowerPoint comme ça, c'est de ne pas parler pendant qu'on fait le transfert vers une autre diapositive. Parce que l'enregistrement se fait dans une diapositive à la fois. Je l'ai fait là, dans la démonstration, je parlais, j'ai cliqué sur la prochaine diapo et ma voix a coupé en cliquant sur la prochaine diapositive. Donc, c'est comme si la voix s'enregistre dans une page, après ça, on change de page, ça s'enregistre dans l'autre, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un élément à considérer. Si vous mettez de la musique, bien là, la musique, elle peut jouer tout le long, mais il va falloir la rajouter juste à la fin avant de produire la vidéo. Donc, le but, c'est de dire, bien, j'enregistre ma présentation avec le bouton. Je ne le ferai pas parce que quand je le fais, ça crée un genre de bourdonnement. Là. Je l'ai fait en capture d'écran, puis en fait, je vais vous le montrer. Vous voyez, 3, 2, 1. Et là, j'explique ce que j'ai à expliquer. Quand j'ai terminé, je fais suivant. Je continue. Je peux prendre mes crayons au besoin. J'explique, je lis, je rajoute mes éléments d'explication. Je change ma diapositive. Voyez-vous, j'ai fait un test ici. Là. Il y a un lien vers YouTube. Là. Vous voyez que c'est un lien vers YouTube. Mais si je clique dessus, ça n'ouvre pas le lien. Il ne fonctionnera pas. Je ne peux pas vous le montrer. Donc, ce ne sera pas utile pour intégrer la vidéo dans la vidéo. Il va falloir que j'utilise un autre outil de capture d'écran, donc Teams ou Zoom ou un autre au besoin. Fait qu'on fait notre explication. On roule, on roule, on roule, on roule. Puis quand on a terminé, ben là, je peux arrêter à la dernière, faire fin. Ou si je fais suivant, ça va aller à une page noire et l'enregistrement va arrêter. Et là, je vais pouvoir revenir et réécouter tout ça. Je peux relire, réécouter, voir si ça fait mon affaire et recommencer au besoin. Et si j'ai tout terminé, j'ai juste à fermer la fenêtre. Je vais enregistrer mon PowerPoint parce que là, maintenant, c'est rendu une présentation plus complète, donc je ne veux pas perdre ça. Vous remarquez que dans le coin en bas, il y a un petit icône de haut-parleur, donc il y a du son qui a été enregistré. Je peux le relire et l'écouter. Si votre webcam, vous l'avez enregistrée, elle va apparaître dans le coin. Vous allez vous voir en vignette dans le coin de votre présentation. Et pour terminer tout ça, on va dans Fichier, Exporter, et je vais créer une vidéo. Voyez-vous, il y a même un bouton Exporter vers Stream. Fait que je peux directement l'envoyer dans Stream si je veux l'envoyer là. Ça, je l'ai fait là, dans mon Stream ici. Là. Voyez-vous, ça, là, c'est une exportation directement vers Stream. Donc, de PowerPoint, ça s'est en allé là. Et après ça, là, il faut que je retourne faire le partage parce que présentement, il n'est pas partagé à personne. Mais j'ai testé et ça fonctionne bien. Fait que je peux créer une vidéo,
faire un fichier vidéo HD là, que je pourrais manipuler et organiser ou l'envoyer directement vers Stream au besoin. L'avantage de l'envoyer vers Stream, c'est que ça ne génère pas un fichier vidéo dans mon ordinateur qui occupe de l'espace parce qu'il l'envoie directement dans Stream. Donc, vous voyez que c'est un autre outil qu'on a pour créer des vidéos. Donc, on a un enregistrement dans Teams ou Zoom. La différence entre les deux, c'est que Zoom, je dois manipuler mon enregistrement et le diffuser moi-même, alors que dans Teams, ça va dans Stream. PowerPoint me permet de créer des vidéos du contenu de mon PowerPoint. Je ne peux pas inclure de contenu externe, comme des liens vers YouTube ou des hyperliens que je voudrais montrer, ça a l'air de quoi. Ça, je ne peux pas le faire, mais c'est quand même très pratique. Sinon, il y a d'autres outils qui sont d'autres enregistreurs d'écran. Il y en existe des gratuits, l'enregistreur d'écran en ligne gratuit. Il y a une version en ligne où tout se fait en ligne, ça fait mon écran, ça télécharge la vidéo à la fin. Chacun a ses spécificités et caractéristiques, il faut les regarder. Il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites, il y a des versions gratuites mais moins complètes que la version payante. Il faut voir c'est quoi les nuances. Mais je vous dirais qu'en sachant qu'on peut faire ça avec Teams ou Zoom, le besoin d'utiliser un enregistreur d'écran externe, à moins qu'il m'offre vraiment des avantages, là, comme faire le montage vidéo, rajouter des zones floues, faire des trucs comme ça, ben ça peut peut-être être intéressant. Entre autres, le OBS, qui est un logiciel libre et gratuit, il faut faire une demande Octopus pour l'installer, mais ce logiciel-là donne des avantages là, que je n'ai peut-être de montage vidéo un petit peu, mais bon, ça dépend des besoins qu'on a. Moi, personnellement, je n'ai pas mis l'outil que j'utilise, mais j'utilise Camtasia. Camtasia est un logiciel payant qui coûte environ 300 $, mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet de faire des captures d'écran, ça permet d'éditer les montages en rajoutant des zones floues, en rajoutant des titres, des bulles. C'est un logiciel de montage vidéo. Mais c'est pour ça qu'il est quand même dispendieux, parce que j'ai une ligne du temps, le logiciel de montage et des outils d'annotation, mais on n'a pas le projet au Cégep de payer cette licence-là aux enseignants, donc je ne l'ai pas nommé dans mes ressources, mais si vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que j'utilise, ben c'est celui-là que j'utilise. Donc, il y en existe d'autres, mais le support qu'on donne, là, on le donne quand même pas mal avec les outils qu'on a de disponibles dans Teams et Zoom. Et ultimement, si on veut juste utiliser la caméra, ben, on peut le faire. On peut prendre une webcam d'ordinateur et filmer la caméra avec Zoom ou Teams. On peut utiliser notre cellulaire. Tu sais, si on a à filmer, on trouve une façon de supporter notre téléphone quelque part, on filme notre geste, ou on l'utilise pour filmer quelque chose puis le montrer, on peut faire ça. Ou ultimement une ciné-caméra, là, si on est équipé en conséquence. Mais tout ça, là, utiliser des caméras externes, bien, ça implique qu'il faut faire attention à certains éléments. Ça, la caméra, si vous utilisez votre caméra dans Zoom ou dans Teams, bien, il faut quand même penser à ça. L'éclairage, c'est important quand on utilise une caméra d'avoir un bon éclairage. La lumière du jour est géniale. Moi, présentement, je me trouve avec une grande fenêtre là, en avant de moi. Donc là, c'est une lumière naturelle. En arrière de moi, c'est plus sombre, donc je vais bien ressortir à la caméra. Ça va bien. L'environnement sonore, donc il faut faire attention à ça. Est-ce que j'utilise un micro-casque? La prise de son vient de loin, de proche? Y a-t-il des bruits ambiants? Donc, il faut faire attention au son qu'il y a autour de nous. L'effet de contre-jour à éviter au maximum. Être assis devant une fenêtre, puis on se filme, puis en arrière de nous, c'est une fenêtre. Donc, la lumière donne l'effet à notre caméra qu'il y a trop de lumière. Donc là, il réduit la luminosité pour éviter que ce soit trop éblouissant. Mais ça a comme effet de rendre notre visage sombre. Donc, on fait attention à l'effet de contre-jour le moins possible. On est mieux d'être devant la fenêtre que dos à la fenêtre. Si on utilise la caméra, il faut penser à la stabilité de la caméra parce que regarder une vidéo où la caméra bouge, c'est pas toujours intéressant. Donc, utiliser un trépied, un support, même si c'est quelqu'un qui tient notre téléphone, bien, on peut s'asseoir dos à une chaise, s'asseoir et accoter le téléphone sur le dossier de la chaise pour avoir un point d'appui qui est stable. Il faut aussi penser au transfert du fichier pour la diffusion.
Avec l'iPhone, ça fait des gros fichiers. Est-ce que j'utilise OneDrive pour transférer? Je peux brancher mon téléphone dans l'ordinateur pour le transférer, mais pour faire ça, il faut que mon iOS soit à jour et qu'iTunes dans mon ordinateur soit à jour. Sinon, je risque d'avoir des problèmes de transfert. Donc, il faut penser à ces éléments-là. Donc, plus on utilise le portable, donc la caméra du portable directement avec Teams, exemple, ben, moins on a de transfert, mieux ça va. Faut juste, tu sais, c'est des éléments que je vous nomme auxquels vous devez faire attention, puis dire, ben, finalement, je vais utiliser telle option parce qu'elle va être plus simple pour moi. Et si on utilise des caméras, il faut penser au format du fichier de vidéo. Il y a des caméras qui font des formats MOV, des MP4, des formats compressés, il existe des codecs. En informatique, la vidéo est un format qui est parfois problématique parce qu'il existe plusieurs variétés, surtout quand on vient avec la compression avec des codecs. Donc, c'est de faire attention à ça. Surtout si c'est une caméra là, qui est particulière, des fois, elle peut avoir un format moins pratique ou une configuration qui rend l'utilisation de la vidéo après moins évidente. Donc, c'est à faire attention pour éviter ces problèmes-là. Quand on regarde l'ensemble des possibilités, là, ben moi, si j'avais à faire quelque chose de simple et rapide, ben j'utiliserais la webcam de mon ordinateur, Teams ou Zoom, parce que ça me permet d'avoir la possibilité de partager mon écran et de filmer ma caméra. Donc, ça devient des outils assez pratiques. Et Teams, l'avantage, bien, c'est que le montage s'en va directement en ligne après. Mais je n'ai pas la possibilité de faire du montage. C'est là que peut venir le montage si on a à retoucher la vidéo. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des éléments, des titres ou des éléments là qu'il faut absolument que je retouche? Donc, faire le montage vidéo peut devenir un sport extrême en soi, dans le sens où c'est quand même énergivore. Je donne un exemple, là, si vous faites un film court, là, pour ceux qui font du film court, là, on tourne, on coupe, on assemble, on met de la musique, on met des titres, on fait un film, OK? Bien, la règle du pouce, c'est que ça peut prendre 1 heure de montage par minute de vidéo. Donc, c'est là qu'il faut se demander si on a vraiment besoin de faire le montage. Si vous avez besoin de faire un montage de base, là, directement dans votre ordinateur, dans Windows 10, il y a l'éditeur de vidéo. Donc, si vous cliquez sur le menu Démarrer, là, vous pouvez le faire en même temps que moi, cliquez sur le menu Démarrer, descendez le menu pour aller dans la section alphabétique E et vous avez Éditeur de vidéo. Donc, Éditeur de vidéo a des outils de base pour faire du montage. Donc, j'en ai un petit projet ici, là. Sinon, vous créez un nouveau projet. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on peut ajouter les médias qu'on a besoin. Donc, on envoie les vidéos, les images et sons et musique qu'on a à ajouter. On les place dans la ligne du temps. On a des outils pour découper, donc enlever des petits bouts, le fractionner en deux et insérer quelque chose entre les deux, ajouter du texte, ajouter des petits mouvements et effets 3D là, si vous avez besoin. On peut ajouter même une narration et de la musique. Et à la fin, on peut terminer notre vidéo. Donc, ça permet de faire une certaine forme de traitement. Mais si c'est juste pour enlever le début et la fin, vous pouvez le faire directement dans Stream. Donc, je vous suggère de ne pas embarquer dans le montage vidéo si c'est juste pour couper la fin. Si vous avez besoin d'en ajouter davantage, eh bien là, pensez peut-être à le faire. Mais vous savez que si vous faites une capture d'écran vidéo à l'ordinateur, puis que vous voulez ajouter des titres, mais prévoyez-vous un PowerPoint, puis mettez-le directement dans votre vidéo parce que vous êtes capable d'ajouter à l'écran votre titre. Vous voyez, il y a des moyens d'éviter de faire du montage vidéo. Moins on en fait, mieux c'est, mais parfois on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que si vous visez une perfection et vous voulez couper tous les endroits où vous cafouillez un peu, où vous avez une courte hésitation, eh bien là, ça peut être nécessaire, mais ça demande de réécouter en temps réel la vidéo, de faire pause, de se placer à l'endroit bien précis, de couper le petit bout à l'endroit précis. Donc, ça demande quand même du temps. Ça, il faut en tenir compte dans la planification et l'organisation de ce qu'on veut faire avec nos vidéos. Il y a ça gratuitement dans Windows 10, puis à la fin, on fait terminer notre vidéo. Donc, ça va créer un fichier qu'on va pouvoir partager dans Stream et ainsi de suite par la suite. Donc,
je le mets en qualité, voilà, j'exporte, ça va générer un fichier que je vais pouvoir manuellement envoyer dans un lieu de diffusion. Il existe un autre logiciel qu'on propose ici qui est Vidéopad pour quelque chose de plus élaboré parce que là, c'est quand même simple, l'éditeur. Vidéopad permet de travailler avec un écran vert, faire de la superposition de vidéos. Il est beaucoup plus complet dans son interface. Si je peux vous le montrer, Vidéopad ici, lui, on fait une demande Octopus, puis on peut le faire installer. Donc, j'utilise encore la version démonstration. Donc, dans le fond, là, si je ferme ça ici, ben, vous avez une ligne de montage sur laquelle vous pouvez superposer des pistes vidéo. Donc, vous pouvez superposer des titres. Vous pouvez ajouter plusieurs titres. Vous avez du texte. Vous avez vraiment plusieurs outils. Ça ressemble à un logiciel vraiment de montage qui s'approche de ce qui peut être professionnel. Vous avez l'option d'ajouter de la narration. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail de tout ça. Mais si vous cliquez sur Vidéopad, là, vous avez le lien pour l'installer, mais vous faites une demande Octopus et ils ont une page bien garnie de tutoriels vidéo de comment faire, comment augmenter le volume, comment faire ci, faire ça. Il y a plusieurs possibilités. C'est plus complet que l'autre, mais plus complexe aussi. Donc, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Quand on se lance dans l'utilisation d'un nouvel outil, il faut savoir qu'il faut apprendre à l'utiliser. Donc, j'ai mis des tutoriels, là, mais c'est quand même plus complexe. Éditeur de vidéo, lui, j'ai mis les procédures. Donc, j'ai fait une procédure globale. Il y a moins d'outils, il est plus simple à utiliser et plus rapide. Ultimement, il y a un autre logiciel qui s'appelle Resolve, qui est vraiment un outil là, de montage vidéo professionnel. Mais ça, c'est pour utilisateurs aguerris et avertis. Je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans. Mais il est gratuit, donc c'est intéressant ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà pour ce qui est du montage vidéo. Je vais juste revenir à la section là. Si jamais vous travaillez sur iPhone ou iPad, bien, il y a iMovie qui permet de faire à même l'appareil du montage vidéo et d'exporter la vidéo. Mais là, encore là, il faut le transférer vers une autre plateforme. Donc, iMovie, c'est intégré dans les appareils mobiles. Maintenant, si je veux diffuser ma vidéo, parce que là, c'est bien beau, j'ai fait mon enregistrement, j'ai fait mon montage, j'ai essayé mes éléments, je suis rendu à diffuser. Donc, les deux plateformes qu'on vous suggère, c'est Stream parce que ça fait partie d'Office 365. Ça va être facile de le partager avec vos groupes parce que, comme on a montré dans Teams, on va générer vos groupes pour l'enseignement régulier. Là, je parle, la formation continue, c'est pas là. Mais vous êtes capable de partager vos vidéos directement dans Stream. Donc, exemple, ici, si je veux éditer mes vidéos, bon, mais je peux partager avec mes groupes et dire, bon, mais moi, mon groupe, là, ça va être, exemple, automne 2020, A2020. Vous allez pouvoir faire la recherche, puis trouver votre groupe, puis le partager facilement. Donc, puis, exemple, vous avez 3 groupes du même cours, bien, vous allez pouvoir rajouter les 3 cours, les 3 groupes, publier tout ça, partager le lien à vos étudiants pour qu'ils ils vont devoir se connecter dans l'environnement d'Office 365 pour y accéder. Donc, ils ont besoin de leur courriel pour faire ça, mais ça permet, l'avantage de Stream, c'est que ça permet d'être fermé à l'environnement du cégep. Donc, pour accéder à Stream, ça prend un courriel du cégep. Il faut être connecté au cégep avec notre courriel et là, on va avoir accès à la vidéo. Donc, votre vidéo ne risque pas de se retrouver ailleurs sur Internet parce qu'elle est dans un environnement fermé comme Stream. Les étudiants vont devoir se connecter et ils ne pourront pas la télécharger. Ils ne peuvent pas en faire une copie. C'est bien certain, si on veut être vraiment vrai avec la situation, il n'y a rien qui les empêche de prendre leur cellulaire et de filmer l'écran pendant que votre vidéo joue. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, mais vous pouvez diffuser à vos étudiants les consignes et règles auxquelles vous vous attendez pour dire le contenu vu dans le cours est la propriété du prof du cégep, vous ne pouvez pas le filmer, enregistrer sans autorisation et ainsi de suite, mais vous n'avez pas le contrôle ultime sur cette portion-là. Mais si vous vous lancez dans la vidéo, c'est que vous êtes au courant de cette possibilité-là. Donc, dans Stream, là, dans la vidéo, là, si je reviens ici là, dans mon onglet là,
si je veux diffuser dans Stream, ben, j'ai une procédure qui vous montre comment. En fait, je n'arrive pas dans une procédure, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. On arrive dans la page Stream pour diffuser des vidéos. Donc, on en parle un petit peu, le lien pour y accéder, et j'ai intégré comment là, retrouver ces vidéos dans Stream et comment l'envoyer vers Stream. Donc, ça va être bonifié, là, on va en ajouter. Et l'explication est disponible pour comment mettre des vidéos dans Stream. Dans le fond, la façon est quand même simple. Quand on arrive dans Stream, on arrive dans la page d'accueil, on a juste à aller dans Créer, parce que je veux créer quelque chose. Puis le processus est très semblable à ce que YouTube propose. OK, YouTube, là, ils ont un logo différent, ils ont une petite caméra pour télécharger une vidéo, mais nous, ici, c'est Créer. Je veux charger la vidéo. Donc, on va devoir charger, là, qu'ils me disent, ben, parcourir ou glisser la vidéo là. Donc, j'ai juste à aller dans envoyer ma vidéo. Déjà, elle commence à se charger. Et là, on a une espèce de formulaire qu'on va compléter. Par défaut, il va utiliser le nom du fichier vidéo. Donc, on peut donner le nom qu'on a besoin, donner une description au besoin, mettre la langue en français si ce n'est pas déjà fait. Là, quand j'aurai des miniatures, je pourrai choisir laquelle des miniatures je veux. Parce que des fois, ça peut être intéressant d'avoir des options, surtout si la principale, c'est notre caméra, puis on est en train de faire une drôle de face à l'écran. On a peut-être le goût de mettre une autre miniature. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose à notre goût. Ensuite, on peut même télécharger une image si on veut. Ensuite vient l'autorisation. Qui a accès à la vidéo? Donc, c'est là qu'on peut ajouter des personnes. Donc, je peux partager avec une personne en particulier ou des groupes. Le plus simple, c'est d'utiliser nos groupes qu'on a, qui vont être générés dans Office 365 pour notre classe. Donc, A2020, exemple, FRA 101, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Nos groupes vont être là, on va pouvoir leur partager. Je ne conseille pas de cocher la case ici, autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. C'est sûr que c'est la plus facile, tout le monde y a accès. Sauf est-ce qu'on veut que tout le monde y ait accès? C'est à se poser la question, donc peut-être pas cocher là. Et dans les options, peut-être désactiver la transcription automatique, parce que ça génère, en écoutant votre voix, ça génère les mots que vous dites, des sous-titres. Ça peut être pratique pour les étudiants qui ont un problème auditif ou certains problèmes, mais d'expérience, là, ça donne des drôles de résultats parfois. Entre autres, quand on dit Teams, ça sonne, ça écrit d'autres choses. Ce n'est pas toujours précis. On peut nous-mêmes l'éditer si on veut, mais c'est à penser selon ce qu'on veut que ça donne. On a un nouvel outil là, qui est suppression du bruit. Donc, s'il y a un bruit de fond, ça va l'enlever. Ça peut être intéressant. Et les commentaires, ben, on peut les laisser ouverts. Les jeunes peuvent poser des questions ou nous, on peut écrire des commentaires avec du minutage pour amener l'attention aux étudiants à des moments précis de notre vidéo. Quand c'est fini, on publie. Quand c'est publié, c'est en ligne. Mais le truc, puis c'est pas juste de le publier parce qu'il se retrouve dans la jungle de Stream. L'idéal, c'est de partager, copier le lien pour l'envoyer à nos étudiants. Et là, comment j'envoie mon lien? Et c'est là que j'arrive à la portion « Partager le lien ». Bien, on peut copier le lien et l'envoyer par Mio, par Léa. On peut être dans Teams, on peut l'intégrer dans un document. Il y a bien des façons de partager ce lien-là. Mais l'intérêt, c'est que les étudiants vont arriver directement au bon endroit pour visionner la vidéo. Ça, c'est pour Stream. YouTube fonctionne un peu de la même façon. Je peux vous montrer rapidement la chaîne YouTube. Là, donc, quand je suis connecté dans ma chaîne YouTube, ça prend un compte YouTube. Donc, ça peut être un Gmail ou un autre compte, mais c'est d'associer une chaîne YouTube à notre compte. Puis là, ben, voyez-vous, le petit icône de caméra, ben, on crée une vidéo. Donc, je mets en ligne une vidéo. Et là, c'est un peu le même processus. On va ajouter notre fichier. Puis une fois que notre fichier est en cours de transfert, on va avoir un formulaire. Est-ce que c'est en français? Le plus qu'il y a dans YouTube, c'est les mots-clés qu'on peut ajouter pour faire la recherche, mais ça ressemble beaucoup à Stream. Puis la seule chose qu'il faut faire attention avec YouTube, c'est de comprendre le type de partage qu'on a dans YouTube. Donc, par défaut, les vidéos YouTube peuvent être publiques. Donc, public, c'est que tout le monde peut la trouver et la voir. Donc, ici,
le concept, c'est de la trouver. Non répertorié, l'avantage que ça a, c'est que on partage le lien, mais les gens, s'ils n'ont pas le lien, ne pourront pas la trouver. Donc, ça permet d'être un peu plus privé, mais ce n'est pas privé, mais ça permet d'être un peu plus contrôlé dans l'accès à la vidéo. Et privé, bien, c'est sûr que ça, personne ne peut l'avoir parce que c'est juste nous, c'est privé. Il y en a qui ont utilisé Léa et OneDrive pour partager des vidéos. C'est possible de le faire. J'écris ici, ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Bien, Léa, la recommandation, c'est que il y a un espace quand même limité dans Léa. Avec Léa Premium, qu'on va avoir gratuitement au Cégep jusqu'en juin, mais Léa Premium, on a 4 gigs d'espace. C'est quand même beaucoup. Mais des vidéos, ça peut prendre de l'espace quand même passablement. Donc, on peut se retrouver à avoir un espace Léa qui est rempli, qu'on n'a plus de place à mettre du matériel. Donc, c'est pas l'idéal de mettre des vidéos dans Léa. Ça pourrait se faire, mais c'est pas idéal. Surtout si on va en mettre beaucoup. OneDrive peut aussi fonctionner. Donc, on met la vidéo dans notre ordinateur, dans notre OneDrive. On partage le lien avec nos étudiants. Ça fonctionne. Le désavantage, c'est que la lecture du fichier se fait seulement quand le fichier est complètement téléchargé. Donc, quand on arrive dans notre fichier, ça peut prendre un certain temps avant qu'on puisse faire play. On voit que c'est une vidéo, il y a play. C'est quand même fonctionnel, mais ça peut prendre 30 secondes avant qu'on puisse la lire. Alors que le streaming, c'est que ça commence à lire ce qui est arrivé, puis le reste se télécharge au fur et à mesure de la lecture. Donc, ça peut se faire par là, mais ce n'est pas tout à fait recommandé. Ça fait longtemps que je parle. Je vais aller vous voir. On va aller poser des questions. Comment est-ce que vous avez des questions? J'ai fait un blitz, là, beaucoup d'éléments. Là, en fait, là, si je veux vous situer dans ce qu'on est en train de faire, suite à ça, là, ça vous a fait réfléchir. Vous avez peut-être dit, hey, finalement, moi, je pense que je vais faire ça dans Teams parce que ça va être bien plus simple, ou je vais utiliser Zoom. Bref, vous avez peut-être pris une position déjà dans votre tête. Là, il est 11h07. Je vais prendre vos commentaires, on va discuter, mais après ça, là, ce que j'aimerais faire, c'est de vous laisser explorer, essayer des choses de votre côté. Moi, la salle va rester disponible. Je sais que j'avais dit jusqu'à midi, mais j'ai un rendez-vous à midi, donc j'aimerais ça peut-être finir ça à -15, -10 maximum. Fait que ça nous donne quand même une bonne quarantaine de minutes ou une demi-heure. Là. Ça vous donne le temps de... Je veux que vous ayez l'occasion de tester Zoom, faire un enregistrement, voir comment ça se passe. Ah, OK, c'est dans Stream, c'est là que c'est allé, parfait. Donc, tu sais, revoir le processus qui vous intéresse, le vivre. Puis moi, je reste disponible jusqu'à -15 pour répondre à vos questions, vous assister si jamais vous rencontrez des problèmes dans l'expérimentation que vous allez vivre. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient. Je vais vous donner cette occasion-là. Si vous en avez eu pour votre argent, que c'est correct pour vous de quitter maintenant, je n'ai pas de problème avec ça. Mais sachez que je veux rester disponible pour pouvoir vous guider et vous aider au